Les léopards de la République démocratique du Congo remuent ciel et terre avant d'en venir à bout de la sélection béninoise. C'était hier dans le cadre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe D. Les léopards se sont donc imposés 1-0, l'unique but de Congolais inscrit par l'incontournable Théo Bongonda d'un magnifique extérieur du pied. Alors on va en parler dans le cadre de cette production, mais également on va se profiler sur la prochaine rencontre, le prochain défi grandeur nature qui attend les léopards. Ça sera face au Sénégal le 27 décembre prochain. Alors, comment avez-vous trouvé ces matchs? Comment avez-vous trouvé la prestation globale de nos léopards? Et comment entrevoyez-vous leur prochain match face au Sénégal? On en parle dans le cadre de cette production, toujours dans le cadre de la spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur Web Info Télévision. Alors, vous savez, nous mêlons à la fois les informations chaudes, mais également les décryptages, les analyses vraiment de grande qualité. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous sommes avec notre expert maison, Hugo Kasuku, qui va devoir, n'est-ce pas, nous aider à passer au tamis la prestation des léopards. C'était hier face au Guépard du Bénin, je les rappelle. Une victoire, 1-0 sur un but de Théo Bongonda. Donc, très chers abonnés, prenez place à bord. On se retrouve juste après cette petite virgule. Alors, les léopards, comme je venais de le dire, l'ont emporté difficilement face au Guépard du Bénin, 1-0. C'était un match vraiment couperé où les Béninois ont sorti leur griffe en seconde période surtout. Et vers la fin de la première période, on a senti que les léopards étaient vraiment dans le corps, de même jusqu'à la fin du match, au point qu'on a interrogé la vraie valeur des léopards dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors justement, on revient sur ces matchs. Vous êtes en train de voir d'ailleurs les images de ces matchs-là, voilà les grandes lignes de ces matchs-là, avec notamment l'ouverture du score de Théo Bongonda juste au début de la rencontre. Alors Théo Bongonda, il a profité d'une erreur du défenseur béninois Verdon qui a eu un problème de communication, et donc il a profité pour placer un magnifique extérieur du pied. Vous savez, Théo Bongonda, c'est un joueur qui est doté d'une patte gauche vraiment soyeuse. Et donc, il a trouvé un angle très difficile pour marquer ces uniques buts-là de Léopard de la République démocratique du Congo dans ces matchs rudes face aux Béninois. Alors, la plupart des Congolais s'attendaient à un match facile, mais la CAN a ressorti toutes ces réalités, c'est-à-dire aucun match n'est facile à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on parle de cette confrontation entre les Léopards et la République démocratique du Congo avec Hugo Kasuku, notre expert maison, un ancien Léopard qui est devenu aujourd'hui encadreur des jeunes dans le secteur du football. Hugo, bonjour une fois de plus et bienvenue sur Web Info Télévision. Bonjour Gaëtan, merci de me recevoir une fois de plus parmi vous. Alors, nous sommes très ravis, toujours d'ailleurs, comme la plupart de nos abonnés, de vous avoir toujours aux côtés de nous pour analyser minutieusement chaque minute des léopards à cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, d'entrée de jeu, comment avez-vous trouvé globalement le match des léopards? Une victoire à la déssabre finalement. Oui, je crois que on a assisté à un match de football, encore une fois de plus, avec un fort accent sur l'aspect physique et défensif de la part de nos léopards. Je crois que dans l'ensemble du match, en fait, c'était un match qui était marqué par l'impact physique que les joueurs ont pu dérouler pendant les 90 minutes. Pour moi, c'était pas un beau match à voir. Mais à la fin, le coach a encore une fois raison parce qu'il ramène les 3 points et c'est le plus important. Alors, déçu par la prestation globale de la RDC ou surpris par finalement la prestation du Bénin? Bon, je pense que dans les grandes compétitions comme ça, c'est jamais des matchs faciles parce que toutes les équipes
Tous les joueurs qui participent sont très motivés. C'est des joueurs qui sont professionnels, donc ils arrivent avec des connaissances tactiques, des aptitudes physiques et très motivés. Donc c'est toujours des matchs très difficiles à gérer. En fait, dans les grandes compétitions, on se rend vite compte qu'il n'y a plus de petites équipes parce que tout le monde vient à 100%. Et l'équipe du Bénin est arrivée dans ces conditions-là. Et je pense que la RDC a fait la différence sur peu de choses. Mais voilà, je pense qu'avec les atouts qu'on a, on aurait quand même dû avoir un match un peu plus facile. Mais c'est des grosses compétitions où il va falloir s'attendre à se battre pour chaque point durant les prochains matchs. Donc il n'y a pas de petites équipes. Alors justement, il n'y a pas de petites équipes puisque le Bénin a surpris la République démocratique du Congo avec pourtant beaucoup de joueurs indisponibles, beaucoup de cadres indisponibles. C'est le cas notamment de Steve Mounier qui n'était pas de la partie. Donc la RDC a dû faire face à une sélection béninoise amoindrie. Mais Sébastien Desabre a recouru au classique 4-3-3 avec Chancel Mbemba et Axel Toinzebe en défense centrale. Il y a eu Arthur Maswaku à gauche, Aaron Wan-Bissaka à droite, un milieu plutôt atypique puisqu'il n'y a pas eu ni de Charles Piquet, il n'y a pas eu aussi un vrai meneur de jeu, on en parlait dans la précédente production, puisque Sébastien Desabre a préféré des milieux de terrain plutôt voilà, plutôt au profil mi-défensif, un peu offensif également. C'est le cas de Edo Kayembe. Mutusami a été reconduit, bien évidemment, au cœur du milieu de terrain. Et le jeune Noah Sadiki, qui quelquefois faisait aussi office de faux, de deuxième numéro 9. Alors en attaque, Cédric Bakambu était accompagné de Théo Bongonda et de Nathanaël Moukou. Alors, très cher Hugo, avez-vous trouvé ces 11 de départ idoine pour faire un match plutôt propre face au Bénin? Alors, moi je crois que peut-être la petite inconnue, enfin disons, l'un des choix dont je n'arrive toujours pas à décrypter le bien fondé, c'est au niveau du choix du gardien. Je trouve que, comme je l'avais dit avant que la compétition commence, Lionel Passy est un gardien talentueux, mais qui rassure pas. Hier, sur quelques interventions, on voit qu'il est encore approximatif techniquement. Et pour moi, c'est un gardien qui rassure pas parce qu'il est capable de faire des erreurs qui peuvent nous coûter très cher, surtout au niveau, on a vu ce que ça a coûté au Bénin, une erreur défensive, ça s'est joué à ça, ça s'est joué à très très peu de choses. Et Lionel Passy parfois laisse cet espace-là, cette marge d'erreur. On sait qu'il y a cette marge d'erreur. Et donc pour moi, voilà, ça fait plusieurs rencontres qui démontrent ce genre disons, d'approximation. Et aujourd'hui, ma réelle question est de se dire, ok, voilà, pourquoi insister autant alors que derrière, il y a quand même deux gardiens qui jouent aussi à un certain niveau, que peut-être qu'il faudrait aussi essayer quelque chose d'abord, c'était dans les premiers matchs où on peut encore essayer même si on sait que dans des compétitions pareilles, on n'a pas le droit au moindre faux pas, mais du moins peut-être essayer de voir avec des gardiens aussi qui ont quelque chose aussi à présenter, à proposer. Donc voilà, ça c'est un peu le point qui pour moi reste un petit peu négatif. Sinon dans l'ensemble, je trouvais que tout le monde a fait un match normal. Ce que j'ai compris aussi de la RDC, en fait, c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est que c'est une équipe avec beaucoup d'individualités qui sont bonnes, mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas la bonne mécanique pour les faire fonctionner tous ensemble. C'est-à-dire que on est sur un système de jeu où on a l'impression qu'il y a des enchaînements qui n'arrivent pas à se faire correctement, il n'y a pas d'automatisme. Les joueurs jouent un petit peu, disons,
joue plutôt avec énormément de consignes défensives, ça c'est sûr, avec un gros impact physique sur le match. Vu le choix des joueurs dans le jeu, on a quand même des joueurs avec des très grands gabarits, mais par contre, dans la manière de jouer, aujourd'hui, on a un sérieux problème parce qu'il n'y a pas un réel chef d'orchestre dans l'équipe de la RDC. Et en plus de ça, on voit que il n'y a pas des phases de jeu travaillées qui permettent de pouvoir se rassurer par rapport au fait qu'on a non seulement la possession de balle, mais en plus de ça, qu'on déploie un football qui nous permette d'arriver à des conclusions faciles. Donc, il y a plus des joueurs par individualité qui font des actions, qui essayent de profiter de certains faits de jeu. Ça a été le cas pendant le match avec Noah Sadiki qui s'est mis en évidence, etc. Et, bon, mais il n'y a pas réellement, on ne voit pas derrière. Ah oui, justement, très cher Hugo, on va y arriver, on va aborder des individualités puisque vraiment on va passer du temps à évoquer les cas individuels de joueurs qu'on a vus hier sur les terrains, leurs prestations, est-ce que ça rassure vraiment? Mais avant cela, on va d'abord écouter le chef d'orchestre, Sébastien Desabre, qui a été en conférence de presse d'après-match et qui ne s'est pas montré du tout frustré par la prestation. Bah, on connaît Sébastien Desabre, c'est un minimaliste. C'est vraiment un minimaliste. Il a été en conférence de presse, il a déclaré, alors il a fait beaucoup de déclarations en disant notamment que la victoire était plus importante, mais qu'il fallait travailler un peu plus dans le contenu. Alors il y a eu aussi un problème avant la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le rassemblement n'a pas eu lieu comme prévu, n'a pas eu lieu au moment qui était prévu, puisque la FIFA, de par une dérogation émise, a permis au club de conserver les joueurs jusqu'au 15 et donc les sélectionneurs n'ont hérité de leur groupe en totalité qu'à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on va écouter Sébastien Desabre, puis après on revient. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations Morocco 2025. Match number 8, which was between DR Congo and Benin. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Desabre, the head coach of DR Congo. Coach, congratulations for the result. I just wanted to hear from you about today's game, about the result, about everything that you wanted to share the media in your statement. Ok, bonsoir. Donc on est content déjà de s'imposer. C'est pas facile de rentrer dans une compétition par une victoire. En 2023 en Côte d'Ivoire, on avait fait match nul contre la Zambie. Sur les autres participations, la RD Congo avait perdu en Égypte. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Déjà d'évaluer le résultat en gagnant sans prendre de but. Après, dans l'analyse un peu plus poussée de la rencontre, on n'a pas fait le match qu'on attendait. J'ai trouvé qu'on était on a eu du mal à se lâcher dans notre jeu de possession. Le Bénin nous a posé des problèmes à l'intérieur du jeu. On n'a pas concédé non plus beaucoup d'occasions. Je pense qu'on aurait pu faire la différence sur une ou deux situations plus rapidement pour se mettre à l'abri. Et puis après, à 1-0, à 15 minutes ou 20 minutes de la fin, c'est toujours le même scénario. Il faut protéger son but plutôt que d'essayer d'attaquer. Voilà, mais globalement, je suis satisfait du fait à la fois on gagne et deuxièmement on ait aussi des choses à rectifier, à améliorer, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, il faut féliciter les joueurs parce qu'on a été très très sérieux et très rigoureux tactiquement.
Ouais, c'est important de gagner aujourd'hui pour rendre nos fans heureux. C'est vrai que c'est important de continuer sur une série, il me semble, de 9 ou 10 victoires simplement avec une défaite contre le Sénégal. Nous, on va se préparer. On va prendre le match du Sénégal comme un autre match, en sachant que on est dans une compétition totalement différente. C'est vrai que on avait fait un gros match africain chez nous. On avait été battu par le Sénégal. Voilà, ça fait partie de la vie d'une équipe nationale de gagner ou de perdre. En tout cas, vu que c'est le deuxième match de la CAN, on a beaucoup de motivation à gagner ce deuxième match, que ce soit contre le Sénégal ou notre équipe. Yes, Theo started the camp 1 week before in individual training with a fitness coach because his championships finish early in Russia, and he need some rest again. But we know the knowledge and the quality of the players, and I am happy for him because he gives the win to the team. Because he decided to come 1 week before to be focused on the course. Is a signal very, very important about the state, the spirit, the spirit states. Right? Oui, c'est sûr que le Sénégal pose pas mal de problèmes à pas mal d'équipes. Mais oui, on connaît notre équipe, on connaît nos forces. Après, les scénarios de match sont différents, donc c'est sûr que dès qu'on a marqué assez rapidement dans ce match-là, il y a un sas de temps tactique qui fait que aussi t'essayes de marquer le deuxième, mais tu veux pas forcément découvrir. Je pense que si le Bénin nous avait amené au match nul un peu plus longtemps dans la partie, je pense qu'on aurait été un peu plus vaillant offensivement. Le principal dans ce genre de compétition, c'est quand même de l'emporter. Et puis après, on l'a montré contre le Nigeria, contre le Cameroun, contre le Maroc à la dernière, l'Égypte, dans les grands rendez-vous, on est là. On l'a montré aussi contre le Sénégal chez nous. Ça s'est pas joué à grand chose, à 5 minutes. C'est un match de foot, où c'était, en tout cas, nous, on s'attend à ce que le prochain match contre le Sénégal, ça soit un super match africain pour tout le monde, pour nos fans, pour le football africain, qu'on donne encore une bonne image. Non, ça nous a pas perturbé, c'est la même chose pour les deux équipes. On est professionnel, donc on doit s'adapter au contexte, parce que l'arbitre ne fait pas exprès de ne pas avoir sa barre qui marche. Elle n'a pas marché pendant une vingtaine de minutes, juste après qu'ils l'ont utilisé pour annuler notre but, fort justement, parce qu'apparemment il y a hors-jeu, j'ai pas vu les images, mais voilà, non, ça nous a pas, on s'adapte aux conditions, voilà, c'est comme ça. Et après pour Arthur, non, on a la chance de doubler pratiquement tous les postes avec la même qualité, donc ça me permet de régénérer les postes que je souhaite. Voilà, non, Arthur a pas de souci particulier. Je crois que à ce niveau-là, il n'y a jamais de match facile, il n'y a jamais de boulevard. On l'a montré aujourd'hui, demandé à l'Égypte hier. Il n'y a jamais de boulevard. Je disais simplement que en termes de dynamisation de possession, on aurait souhaité avoir un peu plus de dynamisme dans nos phases d'approche et dans nos phases de pénétration. Voilà. Donc on a des systèmes qui sont en place, des choix, des choses qu'on met en place. Ça a fonctionné, mais ça a fonctionné à une vitesse d'intensité de passe qui n'était pas assez haute pour pouvoir mettre en difficulté la défense à 4 du Bénin. Voilà, c'est simplement ça. Mais après, les raisons, elles peuvent être multiples, mais je pense que c'est surtout le fait de se dégager un peu de pression sur le premier match d'une compétition comme ça. On aurait pu se libérer un petit peu plus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que si on avait été à un match nul un peu plus longtemps dans la partie, on aurait été obligé de se libérer, d'être un peu plus vivace sur nos phases de possession. Oui, je réponds toujours la même chose à ce type de questions. Bien sûr qu'on sait qu'on a de la qualité au niveau du groupe, on est assez homogène sur pratiquement tous les postes.
Maintenant, il y a des étapes dans une compétition comme ça. C'est déjà se qualifier en huitième de finale. Mais après, c'est pas du tout la même compétition. C'est des matchs à élimination directe. Donc, il faut être bon le jour de l'élimination directe. Mais bien sûr, quand on se lance dans une compétition, pour nous, on va aller le plus loin possible. Donc, pour les cartons de cette partie du jeu, c'est vrai qu'on a été beaucoup cartonné, je trouve, surtout sur des premières fautes, mais après, si l'arbitre a jugé qu'il devait y avoir carton jaune, carton jaune, je n'ai pas l'habitude de parler par rapport aux arbitres. Là, nous, on s'adaptera le jour où on aura besoin de s'adapter. On a besoin, nous, encore de points pour se qualifier. Voilà. Et puis après, la deuxième question, c'était... Sur l'ouverture du score un peu tout. Oui, non. Après, on a réussi à marquer. Puis après, le scénario fait que je pense qu'on a manqué un peu d'équilibre dans notre bloc équipe défensive pour récupérer le ballon un petit peu à l'intérieur. On savait que le Bénin aimait faire ses passes intérieures. Donc on avait décidé d'ouvrir un peu le milieu de terrain pour pouvoir vendre un contre un de l'eau, récupérer sur une ou deux attaques rapides, ce qui s'est passé sur une situation en première mi-temps. Au final, on était assez loin sur des pressings. Le bloc était ouvert comme on l'avait demandé, le bloc était un peu trop ouvert. Donc on a été cartonné 2 fois sur les 2 postes à l'intérieur du jeu. Il a fallu sortir assez tôt Edo Kayembe pour éviter un carton rouge. Et Gala a eu plutôt une bonne rentrée. Voilà, mais donc tactiquement, c'est le match qu'on attendait. Je regrette simplement qu'on n'ait pas, peut-être à l'intérieur du jeu, chopé 2-3 ballons supérieurs sur des phases de pressing qui nous permettraient d'aller assez vite vers l'avant. À entendre parler Sébastien Desabre, on a l'impression que voilà, il ne se fait pas du tout du mal. Disons, il ne se soucie même pas de ses victoires à l'emporte-pièce. On a l'impression qu'il se contente de ça. Mais vous, en tant qu'encadré, parce que je rappelle que vous êtes aussi dans le coaching depuis longtemps, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder l'équipe de Sébastien Desabre jouer? Ou carrément vous êtes de l'école de Mourinho qui pense que la fin justifie les moyens et qu'il ne faut pas forcément poser le jeu pour gagner des matchs? Okay. Alors, sur quelques angles de vue, parce que la question que vous me posez, elle n'est pas définitivement contre Sébastien. Oui, je peux la reformuler. Je peux la reformuler au mieux. Je demande, est-ce que pour vous, il faut mettre du jeu en place pour gagner ou la fin justifie les moyens? Peu importe le moyen, comme qui dirait, le moyen, bah, c'est la fin qui justifie le moyen. Est-ce que vous êtes de cette école-là de Sébastien Desabre qui pense que, voilà, dès lors qu'on gagne, c'est déjà le plus important? Non, après, vous savez, tout est relatif. Moi, par exemple, pour moi, personnellement, il faut du beau jeu. Et le beau jeu, ça vient avec les stratégies. Une fois le beau jeu, c'est le contrôle du jeu. Parce que ça vous permet d'être dans des conditions qui vous sont favorables pour pouvoir justement, à un moment donné, prendre une supériorité sur l'adversaire. Ouais. Après, on est tous soumis aux mêmes lois. C'est les lois du résultat. Donc, ça veut dire qu'au final, quelqu'un qui gagne, il a raison de faire certaines choses. Maintenant, moi, je pense que Sébastien Desabre n'a pas trop le choix de faire ce qu'il propose actuellement. Et je m'explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la RDC, déjà, ça fait longtemps qu'on ne propose plus du beau jeu. On s'est plaint de tous les autres coachs, ses prédécesseurs, de la même chose. Et c'était bien pire à l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on n'a pas un jeu chatoyant, mais on gagne. Mais moi, j'aimerais expliquer aussi à nos auditeurs la raison pour laquelle aujourd'hui la RDC
les Léopards sont en train de proposer ce genre de jeu. Et c'est là que, quelque part, je dis que ce que De Sabre fait est bien, c'est qu'il fait avec les moyens qu'il a. C'est-à-dire que dans d'autres pays, comme l'Espagne, comme le Maroc, actuellement, comme le Sénégal, ce sont des gens qui ont pu travailler sur des projets de long terme. Aujourd'hui, notre sélection, c'est vraiment ce qu'on appelle une sélection, c'est-à-dire ce sont des joueurs qui arrivent de part et d'autre, qui sont mis ensemble pendant un certain laps de temps, malheureusement, souvent pas assez de temps pour pouvoir bien préparer les compétitions. D'autres avec du temps de jeu, d'autres sans temps de jeu aussi. Oui, certains sans temps de jeu. Et puis finalement, vous avez ces joueurs qui arrivent, et puis bon, on fait une soupe et on les met sur le terrain. Les autres ne travaillent plus comme ça depuis très longtemps. La France a des centres de formation de très haut niveau. Vous allez remarquer que dans les équipes nationales, que ce soit d'Espagne, de France, d'Allemagne, etc., tous les joueurs sont soit des joueurs qui viennent du Bayern de Munich, soit du Barça, soit du Real Madrid, etc. Et donc ça veut dire que les équipes nationales, en fait, ont déjà une philosophie de jeu, c'est une politique. Et quand je parle de politique, c'est une politique gouvernementale du sport. Donc ça veut dire qu'ils veulent pouvoir avoir une identité footballistique. Une identité footballistique, ça se crée à travers les profils de joueurs que vous allez avoir à votre disposition, le plan de jeu que vous allez vouloir développer et en faire une identité nationale, comme par exemple au Brésil, etc. Et aujourd'hui en RDC, on se pose la question, quelle est notre identité footballistique ? Et quel est le projet de formation ? Par exemple, quand vous retrouvez des gens en équipe nationale d'Espagne, vous vous rendez compte vous allez voir qu'il y en a certains que ça fait depuis qu'ils ont 15 ans jusqu'à l'équipe nationale A qui s'entraînent ensemble pendant les stages d'équipe nationale, ils sont toujours ensemble. Et puis parfois, ils jouent même dans le même club. Mais ces joueurs-là ont des connexions qui sont totalement différentes. Et c'est ça qu'il y a aujourd'hui au Maroc. Il y a plusieurs joueurs qui viennent de l'académie Mohamed VI. Il y en a certains qui ont déjà évolué en club ensemble. Et en plus de ça, ils ont des infrastructures et toute une politique qui fait que quand ils arrivent en équipe nationale, ils savent exactement sur quel pied danser. Donc, ils connaissent le rythme de la musique. Chez nous, les choses sont pas faites comme ça. Et tant qu'on fera pas ça, on continuera à jouer selon les moyens qu'on a et pas selon ce que nous on veut. On n'aura rien à imposer. Et c'est ça le problème aujourd'hui que De Sabre a. Et c'est là que je lui donne raison. Peut-être je lui donne pas raison sur certains choix qui martèlent sans relâche. Mais par contre, là où je trouve qu'il fait un travail exceptionnel, c'est que d'abord, il a pu ramener des joueurs de très haut niveau en équipe nationale congolaise. Et il a pu faire en sorte aujourd'hui de trouver un équilibre, même si c'est pas beau à voir, mais il a des résultats. Et en tant que spécialiste, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on travaille pas assez en profondeur par rapport à notre football que pour pouvoir attendre un résultat autre que ce qu'on a aujourd'hui. Les Espagnols, oui, ils peuvent attendre que leur équipe aura une très grande possession de balles, qu'ils vont faire du très beau jeu, que techniquement, il y a des axes dans lesquels ils vont pouvoir développer des phases de jeu ou des dribbles parce qu'ils travaillent ça en laboratoire. Mais nous, aujourd'hui, comme je le dis, on fait une soupe. Donc on prend des très bons joueurs et c'est ça qu'on a vu hier. On a des très bons joueurs. D'ailleurs, le but de Bongonda, c'est de la qualité individuelle. C'est un très bon joueur. Il a marqué, mais c'était pas construit pour. Donc on a du mal à construire nos victoires. Et à mon avis, c'est ça qui risque de nous poser problème contre les très grandes équipes. Comme on l'a vu contre le Maroc et comme on l'a vu contre le Sénégal, sont des équipes qui gèrent un match avec une philosophie de jeu. Et à la fin, ils sont tranquilles parce qu'ils savent que peu importe le score, ils vont revenir dans le match et ils vont développer quelque chose qu'ils ont déjà planifié, qui est déjà un peu, qui est déjà bien travaillé. Et au final, ils savent que en se basant sur leur schéma, ils vont en répétant les mêmes exercices, le même schéma, ils savent que à un moment ça va passer. Ils savent qu'ils vont créer des opportunités et que ces opportunités seront à saisir. Et ça, c'est une certitude de par la manière dont ils abordent les matchs. En RDC, on a l'impression qu'on
c'est vrai, il y a des individualités, il y a des fois, il y a des belles choses qui se passent, mais on n'est pas encore rassuré. C'est comme ça qu'ils nous ont eu, parce qu'à un moment donné, on les a souvent mis en difficulté. Mais à partir d'un moment donné, ils restent calmes, ils développent, et puis nous, à un moment donné, on se désorganise. C'est ce qui s'est passé pendant les 2 matchs. À chaque fois, enfin même la Côte d'Ivoire, quand je regarde le Sénégal, le Maroc, il y a une désorganisation qui se fait du fait qu'il n'y a pas encore cet équilibre. Vous voyez, quand vous avez à un moment donné une formation et un passif qui fait que vous pouvez développer une certaine confiance collective, vous allez pouvoir rester dans le match, peu importe ce qui se passe, et vous allez chercher à trouver les opportunités. Et au Congo, on a tendance on n'a pas encore cette structuration, ça s'est vu dans les grands matchs. Donc voilà, moi ça c'est mon analyse à moi. Après De Sabre, comme je dis, il est à féliciter aujourd'hui, même si ce qu'il fait, mais ça nous arrange pas parce qu'on aimerait quand même aussi pouvoir avoir une identité du football congolais et dire voilà, on joue à la congolaise. Les Hollandais peuvent vous dire ça, les Marocains peuvent vous dire ça. Claude Leroy disait que l'identité du football congolais, c'était plutôt les joueurs de côté qui allaient très rapidement, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a quasiment plus. Alors, tout ça, c'est malheureusement... c'est normal. Il n'y a pas une politique de formation pour ça. Ouais. En Hollande, par exemple, les Hollandais, c'est eux aussi qui ont fait à un moment donné le charme du football espagnol, de par le fait que Johan Cruyff soit arrivé pour implanter certains principes de jeu. Mais vous avez une culture des ailiers. Donc, vous savez que les ailiers vont dribbler. On leur apprend ça pendant toute leur formation. Au Congo, aujourd'hui, bon, à part V-Club, pour ceux qui connaissent un peu comment dire, la politique de V-Club, V-Club a fait ça pendant longtemps, aujourd'hui ça se perd. Ils ont sorti des super ailiers pendant beaucoup d'années, mais à un moment, V-Club a eu ça, cette politique des ailiers, mais aujourd'hui au Congo, il n'y a pas une politique où on dit, ok, voilà, on a des joueurs, comment sont nos joueurs? Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que ce sont des joueurs mobiles? Est-ce que ce sont plutôt des joueurs de duel, etc. C'est pour ça que vous avez vu un moment le football anglais aussi a sa personnalité, mais nous aujourd'hui on a du mal à s'asseoir autour d'une table avec des experts qui définissent des politiques de formation scientifiques pour qu'on puisse savoir que dans l'équipe nationale congolaise on va faire en sorte qu'on ait tel profil pour pouvoir en fait développer un football qui va pouvoir être dominant sur le continent africain et puis après sur le globe. Et c'est ça. Oui, justement. Allô? Oui, oui. Désolé, on a été coupé. Je disais, pour faire ce que fait le Maroc aujourd'hui, il faut mettre les moyens à tous les niveaux. Et justement, puisque vous avez parlé des identités de jeu de différentes sélections, voilà, on connaît par exemple que le football italien, c'est la catenaccio, ça défend d'abord rigoureusement. En Angleterre, au bout d'un moment, c'était le kick and rush, un jeu physique plutôt vertical. En Espagne, c'est le football de la possession. Donc en RDC, au bout d'un moment, il y avait une opinion qui pensait que le football congolais, l'identité de football congolais était un football de côté. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que ça commence à se déliter. Bon, ça n'existe presque plus. C'est une identité qui n'existe plus, qui s'est déjà vidée. Mais on ne va pas trop s'appesantir sur ces débats-là. Rentrons maintenant dans le fond du jeu, puisque une chose m'a tiqué, très cher Hugo. J'ai fait un peu une analyse comparative entre le match d'hier face au Bénin et le match amical face à la Zambie de Léopard. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de commun entre ces deux matchs-là, c'est-à-dire les Léopards ouvrent très vite les scores et après les jeux c'est d'élite. Ils se contentent de faire les dos ronds en subissant et en attendant l'adversaire dans leur propre moitié de terrain. Pensez-vous que c'est lié à une tactique de Sébastien Desabre ou à ce que Sébastien Desabre a demandé aux joueurs, ou c'est justement lié au déficit physique? Personnellement, j'ai vu que dans le milieu de terrain, il y a eu un problème à un moment donné de maîtrise de la balle. Justement, il y avait un problème de
d'automatisme pour pouvoir conserver ce ballon et faire des bonnes choses. Charles Piquel vous a manqué, par exemple? Piquel Pardon? capable de... Un Charles Piquel capable d'aller au taquet vous a manqué sur ces matchs-là? Non, moi je pense qu'il faut laisser des joueurs comme Sadiki et Macao prendre confiance, s'installer dans cette équipe, pouvoir un peu essayer de régulariser, disons de réguler le jeu du milieu de terrain. Je crois qu'on a perdu beaucoup de ballons facilement parce que il y avait très peu d'adhérence en attaque. Il y avait le ballon quand il arrivait en haut, il redescendait assez vite. Dans le milieu de terrain, il n'y avait pas cette capacité à pouvoir aussi garder le ballon. À un moment donné, on a commencé à subir le jeu et je pense que défensivement, on a des atouts énormes avec la défense qu'on a. Je ne sais pas si c'était vraiment une volonté de bloquer le match parce que on n'a pas senti on a senti que la RDC continuait à attaquer, mais n'avait pas tous les arguments pour pouvoir développer ce qu'il voulait développer comme jeu. À 1-0, on n'est jamais à l'aise, surtout dans ce genre de compétition-là. C'est le premier match. C'est pas les matchs où on va bloquer. Je crois plutôt qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle du jeu, clairement. Ça, il faut le dire. Et on a essayé de bricoler pour pouvoir relancer. Heureusement que Fiston Mayele est arrivé avec beaucoup d'intelligence dans le jeu. Et qu'à un moment donné, il a essayé d'endormir un peu la défense adverse parce qu'il avait compris qu'on était en train de perdre le fil du match. Et donc, les dernières minutes durant lesquelles il a joué, il a essayé une fois d'être dangereux. Et puis, sur 2 ballons, je crois qu'il a essayé de juste perdre du temps parce qu'il voyait bien qu'il fallait plus prendre de risques. Mais ce que j'ai senti, c'était qu'il y avait un très mauvais contrôle du match dans les dernières minutes. Donc, que ce soit le coach et les joueurs, il y a une très mauvaise gestion de la fin du match. Alors, les arrêts de jeu de l'arbitre, il y en a eu de répétés quasiment, 3 ou 4. Ne pensez-vous pas que cela a eu aussi l'impact sur les rythmes? Parce que les arrêts de jeu sont arrivés justement pile au moment où la RDC commençait à se retrouver après que la RDC a marqué les buts refusés de Cédric Bakambu. Ne pensez-vous pas que ces arrêts répétés du jeu par l'arbitre, il est parti un peu rassurer la connexion avec la cabine VAR. Ne pensez-vous pas que ces arrêts-là ont eu une certaine incidence sur les rythmes de Léopard en seconde période? Bon, je pense que c'était pour les 2 équipes. Je crois surtout que pour un premier match, on n'a pas réussi à trouver les bonnes connexions sur le terrain pour pouvoir être dominant pendant 90 minutes. Il y a des matchs où la magie s'opère mieux que d'autres. J'espère que c'était juste un acte manqué, cette deuxième mi-temps des Léopards, parce qu'en fait, on a eu chaud quand même à plusieurs reprises. On aurait pu prendre un but. Maintenant, moi, je crois que c'est le casser le rythme, c'était pour les 2 équipes. C'était la même chose. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose à mettre en considération. Je pense surtout, comme je le dis, il y a eu une très mauvaise gestion de la deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à trouver disons que même les Sipenga qui est rentré, il a été très brouillon. Et Meshak, même chose. Donc à partir du moment où vous avez 2 ailiers qui font du brouillon, un attaquant qui a pas mal joué hier, Bakambu, il était pas mal, il a quand même réussi à faire quelque chose, mais bon, Bakambu, c'est pas Ronaldo, donc c'est pas quelqu'un qui sait garder le ballon et faire le jeu de l'avant. Non, c'est un attaquant pour pouvoir terminer. Et malheureusement, devant, on n'avait pas assez d'adhérence, on n'avait pas ces joueurs qui créaient du lien avec le milieu de terrain. Il y avait une très mauvaise liaison. Alors justement, il y avait une très mauvaise liaison. Alors on est d'accord que du point de vue défensif, il n'y a pas eu de souci. La défense a défendu très bien. Alors parlons de votre ami Lionel Passy. Justement, lorsque je suivais le match hier, ou lorsque la plupart d'ailleurs de nos abonnés suivaient le match hier, parce qu'on a vu une tornade de commentaires sur les réseaux sociaux indexant le mauvaise lecture des jeux. Alors on en parlait. D'ailleurs, vous êtes revenu sur ces problèmes-là récurrents de Lionel Passy. Alors on l'a senti vraiment en crise quasiment sur 2 ou 3 sorties aériennes sur des balles arrêtées. Au bout d'un moment, on se disait, bon,
si il y avait le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou une grosse sélection en face, peut-être que ça allait faire mouche. Alors, pensez-vous que la plus grosse faiblesse aujourd'hui de la RDC, c'est vraiment la fébrilité des Lionel Passy, notamment dans la prise de communication et dans la prise d'information? Bon, c'est jamais agréable de dire du mal de notre gardien parce que c'est le nôtre et qu'on doit l'encourager, je l'encourage. Ouais. Si jamais il entend ça, mais moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que hier il a montré, il y a un moment par exemple, il sort de son poteau alors que le ballon Et encore très loin. Donc, il est sorti très loin sans même que le ballon soit accessible. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu fais ça, il y a un moment, il suffit qu'un attaquant touche le ballon, en fait, j'ai juste pas compris c'est pourquoi il est sorti aussi loin de son poteau. Il a vraiment des errances graves. Et donc voilà, comme j'aime bien le dire, une critique, c'est souvent quelque chose qu'il faut prendre positivement parce que c'est quelque chose qui permet de s'améliorer, etc. Je crois que aujourd'hui, c'est un gardien à qui il faut dire certaines choses, mais c'est au coach de prendre ses responsabilités parce que contre une grande équipe, comme je le dis, il y a les grandes équipes. Vous avez vu ce que Bongonda a fait, il n'a pas pardonné. C'est une erreur, un but. C'était une occasion qu'il a eue et même là, le ballon était très difficile. C'est ça les grands joueurs. En fait, les grands joueurs. C'était pas évident, en tout cas, ces buts. Oui, c'était un très beau but, mais c'est ça les grands joueurs. À un moment donné, un grand joueur, vous lui laissez une moitié d'occasion, même pas une moitié, un tiers d'occasion. Donc ce que Lionel Passy a fait par exemple. Oui. Mais un grand joueur, il vous met le pied là, il vous lobe, et puis tout le monde va se demander, en fait c'est un but gag. Et même Passy a failli prendre un ballon entre les jambes, il a eu juste un peu de chance que c'est pas allé dans le poteau. Il y a eu aussi une sortie, comme je l'avais dit la dernière fois, souvent quand il utilise, il dégage les ballons, des points, etc. On a l'impression qu'il utilise très mal ces surfaces-là techniquement. Et donc au final, aujourd'hui, moi je me dis, bon, sur tout ce qu'il a montré, je crois que le coach aujourd'hui doit se dire, ok, avant qu'on arrive dans un scénario regrettable, il devrait quand même pouvoir changer, à mon avis, le gardien. Maintenant, s'il continue à lui faire confiance, on va prier pour qu'il fasse les meilleurs matchs possibles pour nous amener le plus loin possible. Justement, Lionel Passy qui s'est troué encore une fois de plus sur le match d'hier. Heureusement qu'en face, il y avait de la maladresse en attaque. Alors parlons d'un joueur qui pour moi, bon, ça n'engage que moi, il a été le meilleur au-dessus du lot. C'est le jeune Noah Sadiki. Alors comment vous l'avez trouvé? Au bout d'un moment, je le retrouvais très avancé sur le terrain, au point qu'il était devenu un attaquant de soutien à Cédric Bakambu. Et tout d'un coup, je les sentais aussi très présent dans les rabattages défensifs. Alors, cette débauche d'énergie-là, comment avez-vous trouvé exactement le match de Noah Sadiki? Pour vous aussi, c'était le meilleur léopard sur le terrain? Oui, bon, Noah Sadiki, c'est un grand joueur. Hein. C'est un très grand joueur. C'est un joueur qui va, dans les prochaines années, jouer dans les plus grands clubs du monde. C'est, pour moi, avec Yohan Wissa, Sadiki, Macao et etc. On a une très belle équipe. Et ce qu'il a fait hier, c'est qu'il a montré du leadership. Je crois que ça se voit qu'il est très content et très fier de porter la vareuse de la RDC. Il le fait ressentir. Il fait ressentir que c'est un homme du devoir qui est là pour porter les couleurs de la RDC le plus haut possible. On sent vraiment qu'il porte le poids de cette responsabilité-là en lui. Et hier, dans son jeu, il a été il a illuminé la rencontre par des actions et aussi un sens du sacrifice dans le retour défensif et dans la projection offensive pour pouvoir essayer d'aller chercher à créer le petit quelque chose en plus. Maintenant, voilà, je crois que c'est un joueur qui va être très important. Il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse créer des bons automatismes avec le reste de l'équipe. Je crois qu'ici, il continue à jouer à ce niveau-là, ça va quand même compenser avec les carences qu'on a, dont je parlais, du fait qu'on fait un peu de la soupe. Donc, si la soupe avec ce genre de joueurs prend bien, on peut aller déranger, même gagner contre les plus grandes équipes sans pour autant avoir les mêmes budgets par rapport à la préparation. Mais
le petit détail sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'effectivement, on a des très grands talents, des belles individualités, mais on ne doit pas miser sur ça pour toujours. Il faudrait qu'un jour aussi qu'il y ait une politique nationale qui permette qu'on puisse construire nos succès de manière beaucoup plus, disons, solide, avec des fondations plus solides. Donc voilà, mais après, c'est le genre de joueur qui peut nous amener très loin. Alors, puisqu'on est en train de parler de Noah Sadiki, il s'est confié à la fin du match. Son interview a été d'ailleurs plutôt fun. Hein, parce que Noah Sadiki, on sait que c'est un jeune, il est certes très jeune, mais il est très à l'aise aussi au micro. Voilà, c'est quelqu'un de très bien éduqué sportivement. Il s'est confié aux médias qui étaient sur place et il a fait une déclaration quand même intéressante à la fois sur les matchs et sur les perspectives qui attendent la République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On suit Noah Sadiki brièvement, puis on revient. Aider mon équipe à pouvoir donner le meilleur de soi-même et à prendre les victoires. Après, la manière dont je joue, j'essaie de grandir aussi. Le fait que j'ai fait le pas en première ligue, ça m'a aidé beaucoup à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Donc j'essaie de passer ce que j'ai appris à mes coéquipiers. Aider mon équipe à... On vient d'entendre brièvement Noah Sadiki. Alors, c'est un très grand joueur, c'est un joueur d'avenir, ça c'est une évidence. Il attire la convoitise des grands clubs. Hugo, brièvement, qu'est-ce qui manque encore à Noah Sadiki? Des buts, un jeu beaucoup plus vertical, la dernière passe, le dernier geste, qu'est-ce qui lui manque exactement pour être au summum de son talent? Bon, honnêtement, avec ce qu'il démontre en club, ce qu'il démontre hier en équipe nationale, je crois que c'est un joueur à qui il manque plus grand chose. En fait, il est prêt pour le plus haut niveau. Tout simplement parce qu'il a tout, il a la technique, il a la force physique, il a le mental, il a l'âge. Je crois juste que il va pas traîner longtemps dans son club à Sunderland. Il va sûrement aller très rapidement dans un très beau club. Et ça va se faire sur une année ou deux. Mais lui n'a rien à envier à qui que ce soit qui joue dans n'importe quel club. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable. Quelqu'un qui est capable d'aller très vite. Il est déjà au-dessus du lot. Il lui manque pas grand-chose. Peut-être que oui, il peut être encore un peu plus décisif, marqué, etc. Mais déjà dans la débauche d'énergie et dans ce qu'il propose footballistiquement, en termes de talent, il a certainement les qualités pour pouvoir jouer maintenant dans n'importe quel club. Vous savez, le football aussi, c'est une histoire de transfert, c'est une histoire de club qui protège ses intérêts. Donc, ça dépendra si son club veut le laisser partir ou pas. Mais déjà, si au mercato prochain, son club est OK pour le faire partir, vous allez voir qu'il va rejoindre un très grand club. Ça, c'est déjà ce qui se dit et c'est ce qui va se passer. Alors, parlons maintenant de nos attaquants, puisque la RDC a un sérieux problème d'attaquants. D'ailleurs, on va voir, il y a une statistique qui fait froid au dos. C'est la statistique de Cédric Bakambu. Il reste sur 8 matchs des CAN, 0 but marqué. 8 matchs des CAN. Si on essaie un peu de faire la compilation entre le match d'hier et la dernière Coupe d'Afrique des Nations où Cédric Bakambu a joué quasiment 7 matchs, donc il en est à 8. Alors, vous savez, la statistique, on va devoir vous la montrer, mais ça fait vraiment froid au dos pour le numéro 9 qu'il pense être Cédric Bakambu. On le rappelle quand même que c'est les porte-étendards de la ligne offensive de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est symbolique de largesse offensive de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu, 8 matchs, 0 but. Alors, très cher Hugo, je suis en cours de rédaction d'un éditorial où j'étais en train de comparer, je ne sais pas si j'ai tort, mais j'étais en train de comparer Cédric Bakambu à Cristiano Ronaldo. Donc, Bakambu pour la RDC, c'est un peu le Cristiano Ronaldo pour le Portugal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au soir de sa carrière, c'est quasiment, il représente, c'est un totem dans son pays, au point que il peut être au-dessus des sélectionneurs. Il peut faire ombrage également à la nouvelle génération. Alors, pensez-vous que, de la même manière que Ronaldo est pour le Portugal, aujourd'hui, Cédric Bakambu est en train de faire ombrage à d'autres joueurs, à d'autres numéros 9, SND. J'ai compris très vite que Bakambu a une influence sur le sélectionneur, sur la sélection, et même en dehors de la sélection.
sur les points qui peuvent venir exercer une pression sur le sélectionneur et sur la sélection, de par ce que vous venez de décrire. Donc, c'est très gênant comme situation parce qu'à un moment donné, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le roi d'Afrique, Fiston Mayele, il doit jouer. C'est pas normal juste d'avoir quelqu'un qui est aussi efficace, qui est un roi incontesté en Afrique. Comme je le dis, Fiston Mayele, c'est un joueur qui mériterait de jouer dans un très bon club européen et il ferait des très belles choses. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, c'est pas intéressant pour un club de le prendre parce qu'il a 29 ans et qu'au final, c'est un achat à perte. Les clubs européens aiment acheter pour revendre. Et parfois, ils ont l'impression qu'ils pourraient avoir la même qualité que Fiston Mayele et puis plus de plus-value avec un joueur qui a moins de 20 ans ou en tout cas moins de 23 ans, avec lequel il pourrait non seulement avoir un bon attaquant, mais qui pourrait revendre aussi parce que le football, c'est du business. C'est ça qui aujourd'hui casse Fiston Mayele. Mais Fiston Mayele aujourd'hui, c'est une perle parce que tout ce qu'il a fait et le statut aujourd'hui qu'il a en Afrique, il mérite d'avoir sa place. Au Maroc, ils font jouer des joueurs africains qui jouent dans les compétitions africaines, qui sont des attaquants formés par exemple au Maroc, etc. Et qui n'ont même pas le talent et l'envergure et qui n'ont même pas fait ce que Fiston Mayele a réalisé jusqu'à présent. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi déjà c'est incompréhensible qu'il n'ait pas plus de temps de jeu. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement Cédric Bakambu, j'ai vu son match hier, il a bien joué, attention, il aurait pu marqué 2 fois, un but annulé, un autre où il est passé juste à côté, et je trouve qu'il a bien joué son rôle, mais le prochain match, en fait, il a du mal à aligner les très bonnes performances, et donc pour moi hier c'était une très bonne performance, il n'y a rien à redire. Voyons voir le second match. Mais parfois, on lui donne beaucoup trop de crédit et aux autres, on leur laisse pas assez de place pour pouvoir s'exprimer. Je suis sûr que si on avait laissé 2-3 titularisations à Fiston Mayele dans les précédentes campagnes ou même dans celle-ci, il aurait pu obtenir sa place définitivement. Mais pour une équipe du type RDC qui n'a pas assurance d'avoir le contrôle total du ballon, de la surdomination technique pour ses adversaires, ne trouvez-vous pas que le fait pour une telle sélection d'avoir un numéro 9 qui marque une occasion sur 5 ou une occasion ou 2 occasions sur 10, c'est quand même une anomalie? Non, c'est très dangereux pour la suite de la compétition. Donc comme je le dis, pour moi le cas de Cédric Bakambu, c'est un cas qui va au-delà du contexte sportif comme vous l'avez très bien insinué. Et derrière, il faut pouvoir essayer de revenir sur des choix pour permettre aux autres aussi de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. En 5, je crois hier, Fiston Mayele a joué 5-7 minutes, mais c'est pas suffisant pour pouvoir se... Et encore, il a failli sur une action spontanée peut-être nous surprendre. Oui, envoyer un pétard dans le but, une frappe en pivot, oui. Et voilà, je crois que voilà la spontanéité qu'il a eue. C'est ce qu'on attend de l'attaquant aussi, de pouvoir à un moment donné créer des occasions là où on l'aurait pas imaginé. Mais Fiston Mayele ou Essende, c'est des joueurs qui ont besoin aussi d'avoir un peu plus de crédit pour pouvoir justement nous montrer de quoi ils sont capables aussi. Aujourd'hui, ils sont barrés par l'omniprésence de Cédric Bakambu qui est, comme vous l'avez dit, un totem. Il prend trop de place. Il prend trop de place au point que il asphyxie quasiment tous les autres. Par exemple, hier, on a eu comme l'impression que, voilà, à la 80e minute, il a dit à l'entraîneur, bon, je vais maintenant sortir, vous pouvez donner 10 ou 15 minutes à mon remplaçant. Pourtant, il était totalement cramé, même vers les débuts de la seconde période, on ne le sentait plus en jambes. Ouais. Non, clairement, aujourd'hui, je crois qu'il y a des choix qui sont faits par le sélectionneur avec lesquels on n'est pas forcément OK. Je crois que derrière ça, il y a un contexte, comme vous l'avez dit.
moi, je suis convaincu que si on laisse un peu de temps à des joueurs comme Fiston Mayele ou SND aussi, bah, ils sont capables de montrer si disons, ils ont le niveau pour être à la hauteur. Mais tant qu'on ne leur donne pas cette chance-là, on ne le saura jamais. C'est le plus grand risque dans cette compétition, c'est de répéter les erreurs qui ont déjà été faites contre la Côte d'Ivoire, parce que je le répète, pour moi, on a été éliminé sur un manque d'agilité émotionnelle et tactique du coach, parce qu'à un moment donné, il y avait une lecture de la rencontre à faire, déjà avant même le match, par rapport au choix qui avait été fait. Et puis, pendant le match, en fait, il n'a pas réagi, il est resté bloqué sur ses convictions. Et ça nous a amené et d'ailleurs, il n'y avait pas que comment il s'appelle, Kakuta qui n'était pas bon pendant cette compétition-là. Il y avait aussi Bakam qui était pas du tout bon pendant cette compétition. Je crois qu'il avait même reconnu, et en fait, ça avait créé même un certain désamour avec le public congolais, de dire ouais, mais à un moment donné, il faut peut-être se retirer. Là, il est revenu avec une autre mentalité, il a fait des bonnes choses, il a alterné le bon et le moins bon, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir à nouveau ce statut en équipe nationale. Mais je crois que s'il continue le prochain match encore avec le même genre de performance, à la fin, on risque de se poser réellement des questions aussi sur le coach, parce que il y a des fois où dans le football, bon, moi personnellement, en tant qu'encadreur, on a des choix parfois qu'on fait par émotion, mais le rationnel doit toujours prendre le dessus, et ça, c'est parfois un combat qu'on doit faire contre soi-même pour pouvoir mettre les intérêts de la nation en avant, et pas seulement ceux des intérêts peut-être que nous on maîtrise pas, mais qui en tout cas ne font pas le succès de l'équipe nationale. Donc voilà, moi je crois qu'il faut rester quand même optimiste. Espérons que Bakambu va sortir une grosse Coupe d'Afrique. Mais s'il répond pas présent pour les autres matchs, il faut quand même qu'on puisse donner la chance aux autres. Ah, justement, il faut donner la chance aux autres. Alors, on va finir, puisqu'on en est déjà à 1 heure d'échange, très cher Hugo. On est en train de profiter, bien évidemment. On est en train de s'abreuvoir un peu auprès de vous de par votre expertise. Alors, on va finir avec Théo Bongonda. Alors, il marque un but somptueux, un but que seulement peut-être 2 attaquants sur 10 peuvent marquer, puisque c'est dans un angle vraiment très compliqué. Il trouve un extérieur du pied. Alors, on sait que c'est quelqu'un qui est pourvu d'une patte gauche plutôt soyeuse. Ne vous rendez-vous pas compte que ces joueurs a peut-être une plus grande importance que celle qu'on lui donne en sélection congolaise? Mais moi, je l'ai toujours pensé. Faut juste voir comment tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a produit comme action décisive depuis qu'il est en sélection. En fait, Bongonda hier sur le match, il a fait des choix justes. C'est quelqu'un qui comprend le jeu. Donc je veux dire par là qu'il a une très belle lecture du jeu. C'est un génie. Il a un pied gauche magnifique. Et voilà, ça fait partie des joueurs qui mettent la RDC à un certain niveau depuis quelque temps. Moi, je crois qu'on lui donne peut-être pas encore assez de crédit. Enfin, disons qu'on lui donne pas encore l'ampleur qu'il devrait avoir, parce que bon, il n'a pas encore créé de grande histoire avec le pays. Ouais, Bakambu, par exemple, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Congo. Donc derrière, comme vous dites, très bien, il s'est dit, c'est un totem aujourd'hui. Mais le jour où Bongonda va permettre de gagner des matchs ultra décisifs et que la RDC aura peut-être remporté quelque chose, le jour où il aura vraiment, donc disons, il fera en sorte d'être pour pouvoir être mis à un certain niveau, il faut faire quelque chose de ce certain niveau, et je crois que pour l'instant il fait des très bons matchs, mais il n'a pas encore sorti un match où il fait un triplé, enfin soit une très très grande performance d'extraterrestre, ou soit gagner un trophée. Et tant qu'on n'en est pas à ce niveau-là, on continuera à le voir comme quelqu'un qui, oui, c'est un très bon joueur, tout le monde l'apprécie, mais c'est pas encore la superstar. Voilà, puisqu'on est en train de parler puisqu'on parle du but magnifique de Théo Bongonda,
on ne peut pas ne pas parler de la grosse erreur du défenseur béninois, Verdon. Alors, vous êtes encadreur, très cher Hugo, vous encadrez des défenseurs. Vous avez un de vos défenseurs à qui un attaquant adverse chuchote, laisse. Et il laisse le ballon, il se courbe, il laisse passer le ballon. Comment vous le voyez? Vous l'envoyez sur le banc définitivement pour toute la saison, j'imagine. Bon, je vais peut-être vous surprendre, mais non, moi je pense que je pars du principe qu'on est tous des êtres humains, on commet des erreurs. Ces erreurs-là sont là pour nous apprendre. En fait, moi je dis souvent à mes joueurs que les choses qu'on voit négativement, en fait, sont des choses positives, comme même la peur. La peur, c'est un ami, c'est quelque chose qui vous prévient juste que vous allez devoir faire face à quelque chose qui ne vous met pas dans une zone de confort, mais par contre, dès que vous savez ça, vous pouvez prendre la peur comme un allié qui vous prévient et qui vous permet de vous concentrer justement pour pouvoir être dans les meilleures conditions du fait que vous savez déjà que l'émotion n'a pas pris le dessus sur votre mental, vous avez juste su la gérer comme une amie en fait. Et l'erreur aussi, c'est une amie, c'est une conseillère, c'est quelque chose qui vient pour pouvoir nous permettre de nous améliorer. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir peur, même quand vous savez que la peur est votre ami, ou faire une erreur quand vous savez que vous avez déjà commis la même. Donc, si vous répétez la même, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas apte pour pouvoir répondre aux exigences du très très haut niveau. Mais moi, je ne suis pas pour le fait d'écarter un joueur parce qu'il a fait une erreur. Je suis plutôt là pour conseiller, expliquer au joueur pourquoi il a commis cette erreur. Donc d'abord comprendre l'erreur, pourquoi elle a été commise, parce qu'une fois qu'on a compris l'erreur, on sait comment faire en sorte de ne pas la répéter la prochaine fois. Alors c'est sur ces paroles très sages, très cher Hugo, qu'on vous dit merci. Tous nos abonnés vous disent également merci pour ces partages, hein, vraiment caractérisés par une certaine lucidité à la fois dans l'analyse et dans les décryptages de certains faits qui ont, n'est-ce pas, émaillé le match d'hier entre la République démocratique du Congo et le Bénin. Merci beaucoup, très cher Hugo, de votre présence. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, très cher Hugo. Voilà, Hugo, comme on vous l'a dit tout le temps, très chers abonnés, vous avez la chance de partager avec un ancien léopard qui est devenu aujourd'hui encadreur, très grand encadreur d'ailleurs de l'une des meilleures académies de football en République démocratique du Congo, c'est Gol Academy, Goma of Leader Academy. Donc c'est une académie œuvrant à Goma. Alors vous avez des enfants qui veulent devenir des Noah Sadiki, de Ngalaël Mouko dans le futur, de Cédric Bakambu dans le futur. N'hésitez pas à aller n'est-ce pas, les engager au sein de Gol Academy, une académie propre, créée par Hugo Kasuku, notre expert maison, très chers abonnés. Alors, c'est sur ces mots et c'est sur d'ailleurs ces petits détails qu'on vous laisse passer de bons moments de Noël. D'ailleurs, on est en train de vous souhaiter un joyeux Noël, très chers abonnés. Et surtout, partagez avec vos proches nos différents contenus. Également, continuez à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Alors, le plaisir était nôtre. Nous avons été très heureux. Alors, vous avez été très nombreux. Je vais essayer un peu, du mieux que je peux, d'essayer de lire certains de vos commentaires. Alors, il y en a vraiment à foison. Je vais tenter de faire du mieux que je peux. Claudio qui nous dit depuis Luanda, Angola. Merci beaucoup, très cher Claudio, de nous signaler votre présence. Guiten Tag, il dit, monsieur le journaliste et vos téléspectateurs, mais il ne faut pas que les Congolais pensent à un esprit de revanche contre le Sénégal, sinon ça va faire très mal encore, s'il vous plaît. Alors, Guiten qui, Papa Ibrahima Faye, c'est comme ça que c'est signé, donc qui appelle les Congolais à la retenue pour ne pas de nouveau pleurer face aux Sénégalais. Alors, il y a un autre Sénégalais, Kadim, qui dit on vous attend. Justement, le rendez-vous est pris pour le 27. Ismaël, il y a vraiment beaucoup de Sénégalais. Hugo Kasuku, il est en train de demander
d'en savoir un peu plus sur Hugo Kasuku. Alors, sachez que Hugo Kasuku a joué pour les U20 de la République démocratique du Congo, mais également il est passé par des clubs d'Italie, la Sampdoria notamment, où il a passé ses formations. Il a aussi joué pour des clubs de Belgique. Donc, retenez que c'est un ancien international congolais qui a joué pour les Léopards U20. D'ailleurs, dans une de nos précédentes productions, nous vous avions montré, n'est-ce pas, ces images sous les couleurs de Léopards de la République démocratique du Congo. Papa Ibrahima Faye, écoutez, le problème des Congolais est qu'ils ont des joueurs qui n'existent pas de choisir direct, qui n'hésitent. Ok, il voulait, je ne comprends pas trop son message, il voulait peut-être faire allusion au fait que la RDC a beaucoup de joueurs qui ne choisissent pas la RDC, la sélection congolaise beaucoup plus tôt. Alors merci beaucoup très cher Ismaël. Poséidon qui envoie des petites émoticônes avec le drapeau de la RDC. Merci beaucoup. Bon, maintenant, j'espère que vous allez signaler le penalty béninois. Si la VAR n'était pas gâtée sportivement, les journalistes. Oui, justement, de par les images qui ont ressurgi après la fin du match contre le Bénin, il se peut que Chancel Mbemba ait joué un ballon de la main. Malheureusement, la VAR était en panne et donc aucune main n'a été signalée dans la surface de réparation. Lamine Sen qui dit Fon Congo. Merci beaucoup, très cher. Lamine Nanambekou. On dirait que des sabres a peur de certains joueurs. Je ne sais pas de quel joueur vous parlez, mais quand même, nous avons essayé, grâce à l'expertise de Hugo, de revenir sur les côtés relationnels entre Sébastien Desabre et certains cadres de la sélection. Gloire Kalenga Ramazani. Gloire Kalenga Ramazani. Bonjour mon frère. J'espère qu'il faut la RDC, faut changer les jeux face au Sénégal. Moi, je suis à Lubumbashi. Merci beaucoup, très cher Gloire Kalenga Ramazani. Et votre message a été le dernier que nous allons devoir lire. Alors, vous êtes très nombreux à nous écrire. On ne saura pas tout lire, n'est-ce pas, dans le cadre de cette production, puisqu'il faudrait que nous laissions la place au journal télévisé. Alors, chez vous toujours, hein, parce que peu après viendra le journal télévisé, très chers abonnés, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision. Alors, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir donné vos différents points de vue par rapport au match qu'il y a eu lieu entre la RDC et la sélection béninoise. Merci également de vous profiler sur le prochain match entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Un match sur lequel nous allons devoir revenir dans nos prochaines productions sportives, très chers abonnés. Ciao et très joyeux Noël à vous.